Donc, un petit cas pratique Excel pour réviser les bases. Budget famille. J'ai fait un bouton droit sur le bureau. Nouvelle feuille de calcul Microsoft Excel. Je l'ai rappelé budget famille. J'ai double-cliqué dessus pour l'ouvrir. Et on va donc commencer par lister toutes les dépenses qu'on pourrait retrouver dans notre budget. Alors en A1, toujours important, je mets toujours un petit intitulé dans les colonnes. Je vais marquer dépenses. Puis en B1, je vais marquer montant, par exemple. Alors, on va lister toutes les différentes dépenses. J'ai fait une petite pause sur la vidéo pour les lister. Là, on va voir par exemple, je sais pas, hein, l'électricité. Oups. Donc, si j'ai oublié d'insérer une ligne, alors on a commencé à rentrer les données. Si j'ai oublié d'insérer une ligne, par exemple entre assurance et impôt, je clique sur la ligne 5, je fais un bouton droite et insérer. Je clique sur le numéro de la ligne qui précède la ligne que je veux insérer. Bouton droite et insérer. Donc là, on a mis des dépenses aléatoires. Vous pouvez bien évidemment mettre les vraies dépenses que vous avez dans votre foyer, rajouter des lignes, en retirer éventuellement. Faites un petit peu comme vous le sentez. Toute cette colonne-là, toute la colonne B, ça va être des euros. Donc tout de suite, je vais prendre ma colonne B et je vais lui dire de passer au format monétaire ou comptable. Il n'y a pas une grande différence entre les deux. Voilà, je préfère le format monétaire pour ma part, donc je vais rester sur le format monétaire. C'est parfait. Je peux enregistrer de temps en temps aussi, pourquoi pas. Alors on va faire le total de toutes ces dépenses. Je vais écrire total ici. Je vais sauter une petite ligne et je vous expliquerai je vous expliquerai bientôt pourquoi on saute des petites lignes pour les totaux. Je me mets en fait donc en B13, là où je vais écrire mon total. Alors je pourrais écrire effectivement est égal à ça plus ça plus. J'en aurai pour un certain temps. On va faire beaucoup plus rapide en utilisant la fonction somme. Est égal à somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur le premier élément, je laisse appuyer, je descends jusqu'au dernier. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Donc voilà, moi j'aime bien écrire est égal à somme, j'aime bien écrire le nom de mes fonctions. Si vraiment, alors il y a d'autres manières de faire, en passant par fx, en formule, ou en passant par ce petit bouton-là. Vous verrez par la suite la méthode que vous préférez utiliser. Donc là, en l'occurrence, hein, si j'utilisais ce petit bouton d'accès rapide-là, je clique sur somme, hop, il va me faire automatiquement en prenant aussi la dernière ligne. Donc voilà, j'appuie sur Entrée, il va également me donner la somme. Parfait. Regardez aussi, petite parenthèse, regardez d'ailleurs si je sélectionne de B2 jusqu'à B11, si ceux qui ont été le plus attentifs ont peut-être vu dans la barre d'état, il y a les résultats d'ailleurs qui s'affichent déjà, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Hein, si je sélectionne simplement mes éléments, je vois que la somme est à 1828,99, qu'il y a 10 cellules non vides, c'est-à-dire qu'il y a 10 cellules avec des chiffres à l'intérieur, et que la moyenne de toutes ces dépenses, c'est une dépense en moyenne, c'est 182,90 €. Alors là, ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est trier de la plus grande dépense, donc le loyer, jusqu'à la plus petite. Alors, je vais sélectionner tout mon tableau. Pour sélectionner tout mon tableau, soit je me mets sur la première cellule, je laisse bouton gauche appuyé et voilà, je sélectionne l'ensemble de mes éléments. Autre petit raccourci dont je vous avais déjà parlé également, je me mets à l'intérieur du tableau et j'appuie sur CTRL A. All en anglais, donc je sélectionne l'ensemble de mon tableau. Si j'ai un très très grand tableau, plutôt que de rester 3 heures comme ça pendant les descentes pendant 3 heures, je me mets à l'intérieur de mon tableau, donc ici, ici, ici ou ici. Alors là, je suis pas à l'intérieur. Là. Je me mets à l'intérieur du tableau et CTRL A. Alors, si le tableau est bien fait, s'il n'y a pas de saut de ligne, et donc si voilà, hein, par exemple, si là je me dis ah tiens j'aimerais bien espacer, mettre des colonnes vides, machin, ah tiens j'aimerais bien en mettre une sur deux pour espacer, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est une approche un peu graphique d'Excel, mais ça marchera pas si je me mets à l'intérieur, si je fais un CTRL A, ça marche pas. C'est voilà. Voilà.
Quand vous faites un tableau, vous commencez bien, alors quand vous faites un tableau de calcul, vous commencez bien en A1, vous ne sautez pas de ligne. C'est voilà, c'est pratique. Alors je vais sélectionner tout mon tableau. J'ai envie de trier de la dépense la plus importante à la moins importante. Alors il y a ce petit bouton ici trier, filtrer qu'on pourrait utiliser. Moi j'aime bien passer par le menu données et trier. Ça reviendrait exactement au même, hein. Ça revient exactement au même, c'est la même chose. C'est l'autre moyen d'y accéder. Je vais sur données trier, hop. Et là, je vais dire, bah, j'aimerais que tu tries par montant du plus grand au plus petit. Et je clique sur OK. Parfait. Parfait. Donc là, on a réussi à trier nos données du plus grand au plus petit. C'est une commande qui est assez facile à utiliser et qui est très puissante. Bien maîtriser les tris, alors on fera un chapitre consacré spécialement au tri, c'est quelque chose de très important. Ok, alors on va d'abord faire un petit graphique pour s'amuser. Donc là, traditionnellement, le graphique qu'on ferait, bah, on pourrait faire un histogramme ou des petits bâtons, mais on pourrait aussi faire un camembert, donc un graphique en secteur. Pour faire ça, c'est très simple. Si votre tableau est bien structuré, vous n'avez pas sauté de ligne, pas sauté de colonne, ça c'est pas bon, hein, quand vous sautez une colonne comme ça. Alors, donc si vous avez bien fait votre tableau, qu'il est bien structuré, il suffit de sélectionner toutes vos données. Restez bien avec moi, après je vous laisse faire. Première étape, je sélectionne toutes mes données. Je veux insérer quelque chose, donc je vais dans le menu Insertion. Dans le menu Insertion, on peut insérer voilà, des petites images, on peut insérer voilà, des tableaux croisés dynamiques, ce type de choses-là. Euh, des symboles aussi, on avait fait un chapitre sur les symboles. On peut aussi insérer des graphiques. Donc j'ai bien sélectionné tout mon tableau, y compris la première ligne. Quand j'ai tout sélectionné, c'est y compris la première ligne. Alors, si on sait déjà le type de graphique qu'on souhaite, on peut aller directement à un petit bouton là. Si on ne sait pas trop, on peut éventuellement aller dans graphique recommandé ou cliquer sur ce petit bouton, ce lanceur, hein, on appelle ça des lanceurs, pour avoir tous les graphiques disponibles. Je vais cliquer par exemple, peu importe, sur graphique recommandé. Alors, donc sur graphique recommandé, le logiciel va vous proposer, par rapport aux données qu'il analyse, il va te dire, bah voilà, moi je ferais bien soit des histogrammes, ou je ferais bien ceci ou cela. Bon, voilà. On peut dans tout, alors là, il nous propose d'ailleurs justement donc un secteur, un camembert. On peut dans tous les graphiques avoir plus de choix et choisir vraiment le modèle qui nous plaît. En l'occurrence, voilà, un petit camembert classique. On peut le faire en 3D, pourquoi pas. Alors celui-ci, on en reparlera plus en détail, c'est quand il y a une zone du camembert que vous voulez agrandir, qui est toute petite. Donc voilà, on pourrait vraiment choisir un petit peu ce qui nous intéresse. Moi, je vais rester sur le premier camembert, le classique, c'est juste pour faire un premier test. Et je vais cliquer sur OK. Alors quand j'ai inséré mon graphique, là, il est un petit peu gros. D'ailleurs, je peux le déplacer hein, si je me mets à l'intérieur de la zone blanche du graphique. Si je fais un bouton gauche, je peux déplacer un petit peu mon graphique sur la feuille, si ça m'embête. Voilà, alors on peut faire différentes choses. Par exemple, regardez là, vous voyez un petit plus juste à côté. Si je clique dessus, je peux lui demander de retirer le titre du graphique. Là, le titre du graphique ne m'apporte pas grand-chose. Ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité du graphique. Donc la légende, c'est ce qui est en bas. Alors, d'ailleurs, là j'ai cliqué sur le petit plus, mais dans ajouter, on aurait pu, donc quand on clique sur le graphique en question, on a un nouveau menu qui apparaît, hein. Alors chez moi, il s'appelle conception de la carte. Donc voilà, ça c'est des menus qui sont propres vraiment aux objets en question, et là en l'occurrence le graphique. Donc voilà, titre du graphique, je peux lui demander aussi, pareil, si je cliquais sur le petit plus, je peux passer aussi par ce raccourci pour lui demander aucun. La légende, là, par exemple, moi, je la verrais bien à droite, ça serait peut-être plus cohérent. Donc, je vais aller sur le petit plus. Je vais aller vers la légende. Alors, il faut bien cliquer sur le petit truc ici, là, la petite flèche. Et je vais lui demander de la mettre à droite, par exemple. Hop, parfait.
Alors, il y a vraiment beaucoup d'options au niveau du graphique. L'objectif, c'est pas là, de vous noyer sous information. On voulait juste faire un petit cas pratique. Je voulais juste vous montrer comment on faisait un petit camembert. Comme d'habitude, si je veux le redimensionner aussi, je vais prendre une diagonale qui est là, donc une petite boule blanche. Hop, bouton gauche, je laisse appuyer. Et je vais réduire un peu la taille de mon graphique, que ce soit un petit peu plus sympa visuellement. Parfait. Alors, Alors, ce qu'on constate à la lecture de ce graphique, on voit bien alors si je survole d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais là il me dit que là la série bleue, c'est le plan loyer, c'est 700 euros, ça représente 38% des dépenses. Si je survole la série orange, c'est 500 euros, ça représente 27% des dépenses. Donc on voit un loyer alimentaire, c'est quasiment les 2 tiers des dépenses. Au passage, vous noterez que si le loyer passe à, je sais pas, il passe à 200 euros, j'ai n'importe quoi, hein. Si j'appuie sur Entrée, hop, regardez, automatiquement, le graphique se réactualise aussi. Et effectivement, l'eau est tellement petite en dépenses qu'elle n'a pas pu être représentée graphiquement. C'est juste. Donc, erreur à ne pas faire quand vous faites ce type de tableau, c'est de sélectionner toutes vos données et votre ligne totale. Si vous faites ça, regardez ce qui va se passer. On va insérer un camembert encore à nouveau. Là, évidemment, on va avoir la moitié des dépenses, ça en fait c'est le total. Et l'autre partie, bah, c'est les dépenses qu'on a notées ici. Donc ça ne veut rien dire. Donc je clique sur mon graphique ici et j'appuie sur la touche Supr, S-U-P-P-R. Il faut bien sélectionner uniquement ces dépenses, donc de A1 jusqu'à B11 là chez nous pour avoir ce type de graphique. Alors, on pourrait, pour faire les pourcentages, je sais que ça embête pas mal de monde, on fera un chapitre consacré spécialement au pourcentage. On pourrait simplement survoler, dire bon bah ça fait 38%, ça fait 127%. Mais bon, moi j'aimerais quand même avoir une petite colonne juste ici avec les pourcentages. Qu'est-ce que ça représente? Donc 700 euros par rapport à mon total. Le pourcentage des dépenses. On va créer une colonne C, donc ça s'appelait pourcentage, pourcentage du budget global ou des pourcentages des dépenses, ça serait même plutôt plus exact, hein. Hop. Pour agrandir ma colonne, je déplace un petit peu mon graphique, je me mets entre C et D, alors je pourrais augmenter la taille comme ça, ou sinon je me mets entre C et D, je peux simplement double-cliquer entre C et D, ça va automatiquement ajuster à la largeur de mon texte qui est ici. Pourcentage des dépenses. Hop. Donc, on a fait notre petite colonne pourcentage des dépenses, on a déplacé un petit peu notre graphique, parfait. On aimerait savoir ce que 700 euros, ça représente par rapport à 1828,99 euros. Par rapport à. Donc en fait, quand on fait un calcul de pourcentage, on veut savoir ce que 700, ce que B2, ça représente par rapport c'est divisé. B2 divisé par 1828,99. J'appuie sur Entrée. Et là, on va tomber sur 0,3827, etc. À l'école, on nous a appris à dire, bah ok, donc c'est 700 divisé par 1828 multiplié par 100. Et ça fait 38,27%. Ok. On n'a pas besoin de le faire avec Excel. Avec Excel, en fait, il connaît le format pourcentage. Vous voyez ce petit bouton ici? Alors, soit on va passer par le format de cellule, on va lui demander de travailler avec des pourcentages, de chiffres après la virgule, etc. La méthode la plus universelle, hein, c'est de faire un bouton droite et passer par le format de cellule pour avoir le bon format. Mais si on a un petit raccourci ici, si je clique sur ce bouton-là, en fait, le logiciel va lui-même multiplier par 100 et me rajouter le petit symbole pour m'indiquer que je suis au format pourcentage. Si je veux rajouter un chiffre après la virgule, hop, je peux cliquer ici, ou si je veux en retirer un, je peux cliquer ici. Alors, on sait qu'on a 38,27% des dépenses qui sont liées
au loyer. Donc là, on a notre pourcentage, c'est impeccable. On pourrait tout refaire à la main, recommencer notre opération, se dire ça, donc c'est 500 euros. Qu'est-ce que ça représente 500 euros par rapport à 1828,99? Donc 500 divisé par 1828,99, on appuie sur Entrée, on remet au format pourcentage. On en aurait pour un certain temps. On va essayer de faire un copier-coller ou une incrémentation, ce qui reviendrait au même, hein, là dans le cas précis. Si je fais un copier-coller, regardez ce qui se passe. Bah, il me dit diviser par 0. Donc je remonte hein, pour incrémenter ou pour copier-coller, hein, ça reviendra au même dans le cas de figure. Bouton gauche, je laisse appuyer et je descends vers le bas. Donc vraiment tout en bas à droite, là, ou alors bouton droite, copier, et je colle tout ça. Hein. Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, mon logiciel Excel, il est intelligent. Si je descends vers le bas, il va descendre vers le bas au niveau des calculs. Regardez bien, la première opération, c'est B2 divisé par B13. La deuxième, c'est B3 divisé par B14. Il descend vers le bas en fait. Exactement, à chaque fois qu'on descend, regardez, il descend. Il descend à chaque fois. En fait, ouais, il divise plus par le total, regarde bien, il se déplace vers le bas. Tu vois là? Il fait ça divisé par ça. Ça divisé par ça. Ça divisé par ça. C'est ce qu'on appelle les références relatives. Excel, par défaut, fonctionne avec des références relatives, c'est-à-dire qu'il se déplace. Quand j'ai fait mon copier-coller, lui aussi s'est déplacé vers le bas pour faire des copier-coller. On a une proposition de deal hein, qui me dit, bah voilà, hein, si je fais B2 divisé par 1828,99, là effectivement ça va fonctionner. Alors le seul truc qui est pas génial, c'est que si mes dépenses augmentent, hein, je sais pas, mon loyer passe à 800 euros, bah là il faudrait que je change le 1828 à chaque fois. Donc ça peut marcher pour dépanner, mais ça marchera pas, c'est pas quand même non plus la panacée. Alors, la bonne méthode, donc, vous pouviez difficilement la connaître, à moins de bien de connaître déjà le logiciel auparavant. Donc, en fait, si on veut dire au logiciel, euh, bah, voilà, c'est B2 divisé par B13, mais par contre, tu vas bloquer B13. On parle donc d'une référence absolue quand on bloque une cellule. Et pour faire ça, alors je vous montre la méthode. Il y en a, vous mettez juste avant le B de B13 et vous allez mettre un $. Ça veut dire je bloque la colonne B. Attention, c'est pas fini. Restez encore avec moi un tout petit instant. Je me mets juste avant le B, je mets un $. Ça veut dire que je vais bloquer la colonne B. Je me mets juste avant le 13, je mets un $. Ça veut dire que je vais bloquer la ligne 13. Voilà. Donc, B2 divisé par $B, $13. Ensuite, vous essaierez d'incrémenter. Ok, donc j'ai bien rajouté mes dollars. B2 divisé par $B, $13. J'ai pu incrémenter vers le bas. Parfait, ça a bien fonctionné. Maintenant, est-ce que je pourrais vérifier que je ne me suis pas trompé dans les pourcentages? Parfait, hein, donc effectivement, si on additionne tous ces pourcentages-là et qu'on tombe sur 100%, bah, ça veut dire qu'on aura 100% de nos dépenses et qu'on aura qu'on n'aura pas fait d'erreur dans le calcul. Bon, je j'écris tout simplement, effectivement, un petit égal à somme, j'ouvre la parenthèse, je prends le premier élément, bouton gauche, je laisse appuyer, je glisse jusqu'au dernier, je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Et ben voilà, c'est parfait, on vient de terminer ce premier cas pratique que vous pouvez refaire de A à Z à la maison avec vos propres lignes de dépenses, voilà, avec vos propres éléments. Mine de rien, on a découvert des éléments, donc des nouveaux éléments, comment faire un graphique. On a découvert également cette notion de référence absolue. Et si vous maîtrisez ça, plus 2-3 fonctions, comme est égal à somme est égal à moyenne, en réalité, c'est 90% de ce qu'on fait avec Excel, voilà, à un niveau, entre guillemets, utilisateur intermédiaire.
Donc vraiment, 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 c'est vraiment là les choses, des choses importantes qu'on a vues et on développera, on refera des chapitres complets sur les références absolues, les références mixtes, les références relatives. Mais grosso modo, si vous avez compris ça, bah, vous êtes très bien parti pour progresser sur le logiciel en autonomie.